Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. On les voit habituellement durant le mois de décembre dans nos quartiers et villes. Dans une ambiance festive, les Kalitas prenaient d'assaut les rues, mais aujourd'hui, cette distraction se meurt. On en parle dans cette édition. En période de fête, l'alimentation est souvent déséquilibrée, des moments propices à la consommation excessive de nourriture, de mélange de plusieurs types d'aliments. Quels sont les bons comportements alimentaires à adopter? Éléments de réponse à suivre. Pour ces fêtes de fin d'année, les traiteurs s'organisent pour livrer des plats préférés pour Noël dans plusieurs restaurants. Le menu est gastronomique. Les chrétiens célèbrent ce 25 décembre la fête de Noël, une fête très importante qui rappelle la naissance de Jésus, occasion pour les fidèles de se rendre dans les églises et les temples pour adorer le nouveau-né. En dépit de la crise sanitaire liée à la Covid-19, nombreux sont ceux parmi eux qui n'ont pas dérogé à la tradition. La fête se déroule également dans les maisons avec au menu de bons repas. Vous suivrez dans notre édition de 19h45 un reportage sur la célébration de Noël dans les églises. On reste dans la période des fêtes et pour vous dire que la période des fêtes rime souvent avec l'abandon des bons comportements alimentaires et autres régimes. L'on a tendance à avaler tout ce qui nous tombe sous la main. Conséquence, de nombreux problèmes gastriques sont enregistrés au lendemain des fêtes de fin d'année. Pour éviter ces problèmes, Patrick Zivoedo, diététicien nutritionniste, nous donne ici quelques astuces. Après la fête, on enregistre tellement de problèmes gastriques. Et c'est pourquoi il y a des problèmes gastriques. C'est parce qu'on mélange les aliments. On mélange peut-être des boissons alcoolisées au vin. On mélange des liqueurs au vin mouf. Et surtout, on attend souvent les triglycérides, ça veut dire que les graisses dans le sang. Et parce qu'on a mélangé peut-être du cassoulet avec du poulet, ou bien du cassoulet avec saucisson, ou bien du cassoulet avec jambon. Pour éviter tout cela, il faut savoir manger, il faut savoir faire les bonnes combinaisons. Oui, vous devez consommer des boissons, mais en modération. Surtout les boissons sucrées, c'est rempli d'arômes, des additifs. Donc il faut souvent les diluer par de l'eau tiède avant de les consommer. Et éviter surtout les vins alcoolisés, près de 12% d'alcool. Non, restez dans les marges de 8%, 7%. Je pense que ça va vous apporter du bien. Et les vins se dégustent souvent avec du poisson grillé ou les viandes grillées. Mais en ayant soin de mettre des antioxydants tels que l'oignon, le curcuma et le clou de girofle. Et l'ail, lorsque le problème surviendrait, le premier comportement c'est d'aller à l'hôpital et se diagnostiquer pour voir ce qui se passe. Si vous n'avez pas les moyens de l'hôpital, première des choses, un verre d'eau tiède à chaque 30 minutes toute la journée. Ça vous permet de sortir les gaz, de transpirer et retrouver votre pleine forme. Et le second jour, vous prenez rien que des légumes à eau ou des fruits à eau. Exemple, la pastèque et papaye. Vous mélangez le tout, vous prenez ça toute la journée. Et le troisième jour maintenant, abonnez-vous aux protéines végétales. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends par exemple notre menthe poivrée, ce qu'on appelle chayo. Je le prends et je prends ça en infusion toute la journée. Et le quatrième jour, je pense que je peux me retrouver naturellement et continuer mes activités. Avec la crise sanitaire, les fêtes de fin d'année seront spéciales pour la fête de Noël 2020. Les pâtissiers changent leurs habitudes. Une fête de Noël sous fond de Covid-19 qui oblige les services traiteurs à s'adapter. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. 6h30 du matin, c'est l'effervescence. 200 menus de fête à préparer. Ici, un repas à 18 € avec en entrée. C'est notre œuf maillot qui est un peu une entrée phare du bouillon Pigalle. Pour les fêtes, on l'a habillé un peu avec une mayonnaise truffe. Pour le plat principal, ce sera suprême de volaille farcie avec des marrons. Là, on est en train de faire colorer nos poulets jaunes, uniquement côté peau, pour donner un bon côté croustillant. Cette année, pas de dégustation dans les restaurants. Le menu est à emporter.
Comme on met en boîte et qu'on travaille en série, on a besoin de place pour étaler nos boîtes. Et on a dû déménager. On a dû trouver un espace comme ça en location. Même la traditionnelle bûche de Noël se retrouve tranchée. Une première en 34 ans pour ce pâtissier, un crève-cœur. Ça change tout. Généralement, quand on fait une bûche, c'est une bûche pour 4, 6, 8, 10. Là, c'est vraiment à la part. En fait, on fait de la pâtisserie sous cloche maintenant, c'est ça. La distribution des repas commandés se fait au restaurant. Ce client a même roulé 30 km pour les récupérer. Avec sa femme, ils ont besoin de cette ambiance de fête. On ne peut plus aller au ciné, on ne peut plus sortir. On ne pourra peut-être pas aller skier. Si on peut s'offrir des restos, même comme ça, ça le fait. Dans cet autre restaurant, le menu est plus gastronomique. Là, on est en train de brûler les poireaux qui ont été confits dans une marinade à base d'orange. Ces chefs cuisiniers préparent 6 plats pour 85 €. Un menu conçu pour être à la fois élaboré et facile à finir chez soi. Nous, après, dans le sac, il y a une fiche d'instruction, une fiche recette qui permet aux clients juste de passer tant de temps au four pour avoir la cuisson et la réchauffe parfaite et qu'il ait un minimum de choses à faire chez lui. Un repas à distance nécessaire, mais difficile à digérer pour ces chefs. On n'a plus ce rapport que l'on a avec nos clients. Et nous, notre leitmotiv, ce qui nous fait rêver, c'est tout simplement l'étincelle qu'il y a dans les yeux des clients quand ils goûtent quelque chose. Foie gras, Saint-Jacques, canard, Saint-Pierre. Les commentaires des clients cette année se feront uniquement par Internet. Restons toujours dans l'ambiance des fêtes de fin d'année pour parler à présent d'un patrimoine immatériel qui se meurt malheureusement au Bénin. Il s'agit du Kaleta, autant pour moi. On évoque ce nom, beaucoup de Béninois se rappellent leur enfance, surtout en période de fin d'année. Aujourd'hui, la danse Kaleta se fait de plus en plus rare dans certaines localités du Bénin, surtout dans la ville de Cotonou. Reportage. Danse Kaleta dans un quartier de Cotonou en pleine journée. Cela suscite l'admiration des passants. Rémi, irrésistible au rythme et au pas du Kaleta, s'arrête. Il a la nostalgie. Quand j'ai vu les enfants en train de s'amuser, j'ai eu une grande nostalgie. J'étais un vrai champion dans ça. Quand moi je préfère Kaleta et je rentre dans une ruelle là. Même si tu n'as pas l'argent, tu iras prêter pour venir me donner. Une joie dont se souvient aussi cette sociologue. On avait même envie de les suivre parce que ça dansait, ça jouait de très bons morceaux, des morceaux populaires qu'on connaissait. Et les Kaleta, la particularité, c'est que celui qui porte le masque Kaleta, c'est un très bon danseur. Mais il y a aussi les batteurs, ceux qui l'accompagnent, et les chanteurs qui sont là, qui font des hymnes extraordinaires. Un peu plus loin, nous rencontrons ce Kaleta en solitaire. Cela ne surprend pas les amoureux de la danse Kaleta, surtout quand on sait que la pratique se raréfie. Au moment où moi je faisais ça, c'est toute une organisation, on faisait des répétitions et tu ne vas voir personne chez nous à ne pas taper, ne pas une castagnette, ne pas chanter, non, tu ne verras pas. Mais aujourd'hui, l'effervescence qu'il y avait autour avant, il n'y en a plus aujourd'hui. Notre société africaine n'est plus une telle communauté comme cela était avant, où l'enfant de l'autre était mon enfant. Et donc, du coup, il y a un aspect, il y a un regard qu'on pose sur l'enfant qui n'est plus le même. Et donc, ces enfants qui vont dans les rues, les parents ont peur de ce qui peut leur arriver. Et il y a l'autre aspect d'insécurité, mais cette fois-ci au niveau des enfants. Parce que lorsqu'un Kaleta vient danser chez moi, et qu'au bout de sa démonstration, lorsqu'il part, je constate qu'il y a des objets qui ont disparu dans ma boutique ou dans mon atelier. Vous convenez avec moi que prochainement, lorsque je vais les voir venir de loin, je vais les chasser. Et lorsqu'on les chasse une fois, deux fois, trois fois, vous comprenez que leur ardeur est émoussée. Et il y a un autre aspect que je peux citer. Le Kaleta, lorsqu'il finit de danser, on lui donnait quelque chose juste pour le gratifier, le remercier de sa prestation et tout, parce qu'on est content. Mais aujourd'hui, quand le Kaleta vient vers vous, il tend en même temps la main
et ils demandent de l'argent. Alors lorsqu'on voit ça, et on chasse en même temps. Le Caleta, une des valeurs culturelles africaines dont l'origine remonte au Brésil, est ainsi menacé de disparition. Réinventer le Caleta en ce moment où tout se modernise pourrait favoriser la préservation de cette société des masques du Bénin. Merci à vous, Aurélie Sauton, pour ce reportage. À présent, faisons un tour d'horizon de quelques faits de l'actualité nationale à travers une compilation des informations récentes réalisée par Amandine Aliambossou. Il existe désormais au Bénin un numéro vert pour s'informer sur le fonctionnement du microcrédit à l'AFIA. C'est le 7320. Il a été lancé le 22 décembre dernier par Véronique Tony-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Cet outil dont la mise en service intervient 2 mois environ après le lancement du microcrédit à l'AFIA fait partie du dispositif prévu par le FNM pour faciliter la prise en charge des contraintes liées aux produits. Une occasion pour rassurer les potentiels bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA dont les demandes n'ont pas encore été satisfaites. Selon la ministre, le gouvernement a pris des mesures pour améliorer les conditions de mise en œuvre du produit, que ce soit au niveau du réseau de distribution, des opérateurs de téléphonie mobile, que des systèmes financiers partenaires. Les acteurs culturels et sportifs pourront reprendre leurs activités dans le strict respect des gestes barrières édités dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Au regard de l'évolution de la situation et tenant compte de l'avis du comité technique chargé du suivi de l'évolution de la pandémie, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la reprise des activités sportives et culturelles. Les nouvelles prescriptions sont en cohérence avec la ligne suivie par le Bénin qui a décidé de s'ajuster en fonction de l'évolution de la maladie. Cet allègement des mesures de restriction collective va impulser une reprise de certaines activités connexes à ces 2 secteurs et donc donner un nouveau souffle à l'économie. Ainsi donc, le Bénin s'ouvre davantage à une reprise normale tout en restant vigilant et en appelant à ne pas baisser la garde. D'où le rappel de la poursuite des mesures individuelles. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, apporte des clarifications sur les nouvelles réformes dans le secteur et leurs impacts sur le mieux-vivre des sportifs et le rayonnement du sport béninois. La nouvelle réforme qui sera mise en œuvre dans les semaines à venir vise la professionnalisation du sport béninois dans toutes les disciplines. Dorénavant, tous les clubs professionnels doivent appartenir à des sociétés sportives et pour ce faire, les entreprises vont signer des conventions avec les associations sportives. Selon lui, même si l'option ou la démarche de la professionnalisation du sport vient de l'exécutif, ces modalités pratiques ont fait l'objet de larges concertations avec tous les acteurs de toutes les disciplines sportives. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Joyeux Noël à tous.